Une voix dans l'ombre. L'histoire d'Émilie. Dans l'ombre des lustres dorés de la Toria Grand Hotel, un 5 étoiles niché au cœur de l'Upper East Side de Manhattan, Émilie Torres n'était qu'une silhouette discrète. Une femme de ménage, invisible aux yeux des clients fortunés, dont la vie semblait se résumer à des sols à récurer et des draps à plier. Mais un simple appel téléphonique, prononcé dans un néerlandais impeccable, allait bouleverser son destin. Un milliardaire, Ethan Morgan, l'entendit par hasard. Ses pas s'arrêtèrent net dans le couloir feutré. Le lendemain, sans préavis ni explication, Émilie fut convoquée dans le bureau principal. Passant des serpillières au fauteuil en cuir face au mystérieux propriétaire de l'hôtel, sa vie bascula dans un tourbillon qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Mais que voulait vraiment Ethan Morgan ? Pourquoi elle, une simple employée parmi des centaines ? Cette histoire ne parle pas seulement de chance, c'est une plongée dans les secrets, les secondes chances et une connexion si inattendue qu'elle défie toute logique. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui se passe ensuite ? Accrochez-vous, car cette aventure va vous captiver. Le son strident de l'alarme déchira le silence à 5 heures du matin, comme une lame traversant la quiétude. Émilie Torres tendit un bras engourdi vers son vieux radio-réveil, un modèle des années 90 avec des chiffres rouges clignotants, et l'éteignit d'un geste las. Allongée dans son lit étroit, elle fixa le plafond de son studio à Queens. Les fissures zigzagantes, éclairées par les lueurs vacillantes d'un lampadaire à travers les rideaux élimés, semblaient dessiner des cartes de mondes inconnus. Ces ombres dansantes, presque spectrales, lui rappelèrent des souvenirs qu'elle préférait oublier. Les nuits blanches, à veiller sur sa mère malade, les factures entassées sur la table bancale de la cuisine, elle exhala un soupir, long et profond, comme pour chasser les fantômes. « Juste un jour de plus », murmura-t-elle, « une nouvelle chance. » Elle se leva, les lattes du plancher grinçant sous ses pieds nus. La salle de bain, minuscule, sentait l'humidité et le moisi. L'eau du robinet, glaciale depuis que le chauffe-eau avait rendu l'âme des semaines plus tôt, lui piqua la peau lorsqu'elle s'aspergea le visage. Devant le miroir fêlé, elle croisa son propre regard. Des yeux noisettes fatigués, mais déterminés, encadrés par des cheveux bruns qu'elle attacha en un chignon serré. Elle répéta le mantra de sa grand-mère, d'abord en espagnol, puis en anglais, comme un rituel pour conjurer le doute. Un dia à la vez, un paso adelante, one day at a time, one step forward. Les mots, bien que murmurés, résonnèrent dans la petite pièce comme une promesse. À 6h30, après un trajet en métro où elle s'était fondue dans la foule matinale, Émilie pointa à l'entrée des employés de l'Atoria Grand Hotel. L'édifice, un monument d'élégance art déco, se dressait comme un palais de verre et de pierre, ses portes dorées accueillant des diplomates, des magnats et des célébrités. Son badge, épinglé à son uniforme gris, annonçait simplement « Émilie, housekeeping ». Ce jour-là, elle était assignée au 5e étage. 16 chambres, 3 suites, les couloirs interminables, le salon exécutif au tapis persan et peut-être un coup de main au buffet du petit-déjeuner si le personnel manquait. Elle travaillait vite, avec une précision presque mécanique, ramassant les serviettes froissées, lustrant les miroirs jusqu'à ce qu'ils brillent, replaçant chaque coussin avec soin. Invisible, comme on l'attendait d'elle. Les clients passaient sans un regard, leur voix étouffée par le luxe des lieux. Mais Émilie n'était pas celle qu'elle semblait être. Sous cet uniforme usé se cachait une femme au parcours singulier. Diplômée avec mention en langues étrangères de Hunter College, elle avait été la fierté de ses professeurs. Elle parlait couramment l'anglais, le français, l'allemand et depuis peu le néerlandais, une langue qu'elle avait découverte grâce à un conférencier d'Amsterdam, le docteur Peter Van Linden, rencontré lors de sa dernière année d'études. Leur lien s'était renforcé au fil des ans et il l'avait guidée à distance, corrigeant ses exercices, l'encourageant à viser l'excellence. Émilie était tombée amoureuse des sonorités du néerlandais, de ses voyelles rondes et de sa logique rigoureuse. Mais la vie avait d'autres plans. La maladie de sa mère, un cancer qui avait rongé leurs économies, l'avait forcée à mettre ses rêves entre parenthèses. Après le décès de sa mère 2 ans plus tôt, Émilie s'était retrouvée seule, noyée sous les dettes médicales. Elle avait pris le premier emploi disponible, femme de ménage à l'Atoria Grande, un travail épuisant mais stable à $12 de l'heure. Pourtant, elle n'avait jamais abandonné. Chaque soir, après des heures à frotter des sols et à vider des poubelles, elle prenait le métro Q jusqu'à la bibliothèque publique de Brooklyn. Là, dans une salle éclairée au néon, elle s'installait devant un ordinateur vétuste pour pratiquer le néerlandais.
conjugaison, vocabulaire, dialogue. Les autres usagers, étudiants ou sans-abri, cherchant un refuge, ne prêtaient pas attention à cette jeune femme aux écouteurs bon marché, absorbée par des phrases comme « Ik kijk uit naar ons samenwerking » « J'ai hâte de collaborer avec vous ». Ces heures volées à la fatigue étaient son acte de résistance, sa façon de croire qu'un jour, son talent trouverait une porte de sortie. Ce matin-là, tout semblait ordinaire. Émilie poussait son chariot de ménage dans le couloir du 5e étage, l'odeur du polish au citron flottant autour d'elle. Elle époussetait une console en acajou près de la suite Penthouse, un espace réservé aux clients les plus prestigieux lorsque des pas résonnèrent. Par réflexe, elle baissa les yeux, une habitude forgée par des mois d'invisibilité. 3 hommes en costume passèrent, leur voix basse et assurée. L'un d'eux se détacha immédiatement. Grand, la quarantaine, cheveux noirs striés de fils d'argent, vêtu d'un costume bleu marine taillé sur mesure. Pas de cravate, mais une présence qui imposait le silence. Ethan Morgan, PDG de Morgan Lux Holdings, le milliardaire qui possédait l'Atoria Grand et une douzaine d'autres établissements de luxe à travers le monde. Son nom était une légende parmi le personnel. On racontait son ascension depuis une enfance pauvre dans le Bronx, sa discipline implacable, son obsession pour les détails, jusqu'à vérifier lui-même les plis des serviettes dans les suites. On disait aussi qu'il parlait peu, observant tout, ses yeux gris scrutant les lieux comme un faucon. Émilie l'avait aperçu 1 ou 2 fois, toujours à distance, une silhouette mythique traversant le hall. Ce jour-là, il passa à quelques mètres d'elle, son regard effleurant à peine sa silhouette courbée sur son chiffon. « Il ne m'a pas vu, pensa-t-elle, reprenant son travail, mais elle se trompait. Quelques heures plus tard, pendant sa pause déjeuner, Émilie s'installa dans la salle du personnel, une pièce exiguë près de la cour intérieure. Les murs, peints d'un beige fade, étaient décorés de vieilles affiches sur la sécurité au travail. Elle réchauffa son repas, riz et haricots rouges, dans un Tupperware, dans un micro-ondes qui bourdonnait comme un moteur fatigué. Assise à une table en formica, elle sortit son téléphone, un modèle d'occasion à l'écran fissuré. Un message de Peter Van Linden apparut. « Tu as réussi ta certification, Émilie ? Appelle-moi dès que tu peux. » Son cœur s'émoussa. Elle composa le numéro, les doigts tremblants. Dès qu'il décrocha, elle lança en néerlandais, oubliant le monde autour d'elle. « Heb ik echt geslaagd » Ai-je vraiment réussi ? La voix chaleureuse de Peter résonna. « Niet alleen geslaagd, Émilie. Je hebt het met vlag en wimpel gehaald. Je bent nu officieel gecertificeerd op professionnel niveau. » Pas seulement réussi, tu as brillé. Tu es officiellement certifié à un niveau professionnel. Émilie sentit des larmes monter, un mélange de joie et de soulagement. Des années d'efforts, se lever à l'aube pour réviser, rester tard à la bibliothèque, ignorer la fatigue, venèrent de porter leurs fruits. Elle riait, discutant avec Peter dans un néerlandais fluide lorsque la porte de la salle grinça. Elle se retourna et se figea. Ethan Morgan se tenait dans l'embrasure, un sourcil légèrement relevé, son costume impeccable contrastant avec le décor usé de la pièce. « Je ne voulais pas interrompre, » dit-il en anglais, sa voix grave et posée, presque trop douce pour un homme de son statut. Il fit un pas à l'intérieur. « Parliez-vous néerlandais » Émilie bondit sur ses pieds, son téléphone glissant presque de ses mains. « Oui, monsieur, je suis désolée, j'étais en pause, » balbutia-t-elle, raccrochant précipitamment. Son cœur cognait si fort qu'elle craignait qu'il l'entende. « Ce n'est rien, » coupa-t-il, levant une main pour l'apaiser. « Où avez-vous appris » Émilie hésita, son instinct lui criant de minimiser. « À l'université, monsieur. Les langues, c'est ma passion. » Elle baissa les yeux, embarrassée, s'attendant à une réprimande pour avoir utilisé son téléphone au travail. Mais à sa surprise, Ethan ne bougea pas. Il l'observa un instant, ses yeux gris semblant fouiller au-delà de son uniforme. « Votre nom » demanda-t-il enfin. « Émilie Torres » répondit-elle, la gorge sèche. « Émilie » répéta-t-il, comme s'il testait le poids du monzen, Tartian du mot. Il hocha lentement la tête, un geste presque imperceptible. « Merci de votre temps, bon déjeuner » Puis, sans un mot de plus, il tourna les talons et disparut. Émilie resta figée, le souffle court. Elle s'assit lentement, ses mains tremblantes posées sur la table. « Ce n'était rien, se répéta-t-elle. Juste un moment de curiosité de la part d'un homme trop occupé pour s'attarder sur une employée. » Mais une petite voix en elle, celle qui avait toujours cru au possible, murmurait autre chose. Elle tenta de l'ignorer, terminant son repas en silence avant de reprendre son chariot. Le lendemain matin, alors qu'elle enfilait son uniforme dans le vestiaire des employés, sa superviseuse, une femme sévère nommée Carla, l'interpella. « Émilie,
On te demande aux ressources humaines tout de suite. » Le ton était sec, sans indice. Émilie sentit une boule se former dans son estomac. Était-elle en difficulté? Avait-elle enfreint une règle sans s'en rendre compte? Elle traversa l'hôtel, ses tennis usés foulant les tapis moelleux qu'elle nettoyait chaque jour. Le bureau DRH, au 3e étage, était une pièce austère, éclairée par des néons froids. Madame Valérie Green, la directrice, une femme d'une 50aine d'années aux lunettes à monture métallique, l'attendait derrière un bureau encombré de dossiers. « Entre, Milly. Assieds-toi, assieds-toi, dit-elle, son ton neutre mais teinté d'une pointe de curiosité. Émilie s'exécuta, ses mains crispées sur ses genoux. « J'ai reçu une demande inhabituelle ce matin, commença Madame Green, ajustant ses lunettes. Monsieur Morgan a requis que tu sois réaffecté, avec effet immédiat, à un nouveau poste. » Émilie cligna des yeux, son esprit luttant pour comprendre. « Réaffecté ?» répéta-t-elle, comme si le mot appartenait à une langue étrangère. Madame Green hocha la tête. « Assistante en relations internationales avec les clients, un poste créé spécifiquement pour toi. » Émilie sentit le sol vaciller sous elle. « Pardon, qu'est-ce que ça veut dire exactement ?» Madame Green esquissa un sourire, chose rare. « Cela signifie que tu travailleras directement avec nos clients les plus prestigieux, en particulier ceux qui ne parlent pas anglais. Tu seras chargé de la traduction, de l'hospitalité et de la coordination culturelle. Le poste vient avec une augmentation significative, environ 3 fois ton salaire actuel. » Émilie resta sans voix, son pouce battant dans ses tempes. « C'est réel ?» murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Madame Green la regarda par-dessus ses lunettes. « Très réel. Monsieur Morgan ne prend pas de décision au hasard. Il a dit que tes talents étaient gâchés dans ton poste actuel. Tu commences aujourd'hui. Il souhaite te voir dans son bureau après le déjeuner. » En quittant le bureau, Émilie eut l'impression de flotter. Elle passa dans le couloir qu'elle nettoyait chaque matin, mais tout semblait différent. Les lustres scintillaient plus fort, les tapis semblaient plus doux, la musique d'ascenseur, un air de Vivaldi, prenait une nuance presque magique. Elle posa une main sur sa poitrine, sentant son cœur galoper. Pourquoi elle? Qu'avait vu Ethan Morgan en une femme de ménage parlant néerlandais pendant sa pause déjeuner? Et surtout, que cherchait-il vraiment? Les questions tourbillonnaient, mais une chose était claire, sa vie venait de prendre un tournant irréversible. Avant de continuer, si cette histoire vous touche, prenez une seconde pour vous abonner à notre chaîne YouTube, La Capsule Temporelle, et laissez un like sur cette vidéo. Votre soutien nous aide à partager des récits inspirants, comme celui d'Émilie avec le monde entier. Dites-nous en commentaire de quel pays vous regardez, et partagez cette histoire avec quelqu'un qui croit encore aux rêves inattendus. Partie 2. Une nouvelle vie. Émilie se tenait devant le miroir du vestiaire des employés, à peine reconnaissable. Fini l'uniforme gris informe. Elle portait désormais une jupe bleu marine ajustée, un chemisier de soie blanche qui caressait sa peau, et des talons en cuir souple, élégants mais confortables. Les vêtements, livrés ce matin-là par une assistante aux manières discrètes, semblaient faits sur mesure, comme si quelqu'un avait étudié sa silhouette dans les moindres détails. Son badge, épinglé avec soin, annonçait « Émilie Torres », associée aux relations internationales avec les clients. En se regardant, elle sentit une vague d'incrédulité. 2 jours plus tôt, elle frottait des traces de chaussures sur le marbre. Aujourd'hui, on attendait d'elle qu'elle navigue dans des réunions avec des diplomates, des investisseurs, des PDG, et qu'elle le fasse dans plusieurs langues pour l'un des hommes les plus puissants de l'industrie hôtelière. Elle ajusta une mèche de cheveux, prenant une profonde inspiration. Le vestiaire, avec ses casiers métalliques pour la cabosser et son odeur de désinfectant, semblait appartenir à une autre vie. Une collègue, Maria, qui pliait son uniforme à côté, lui lança un regard curieux. « Tu vas où, habillée comme ça ?» demanda-t-elle, un sourire en coin. Émilie hésita, puis répondit doucement « J'ai été réaffectée. » Maria haussa les sourcils, impressionnée. « Waouh, t'as gagné au loto ou quoi ?» Émilie rit nerveusement, incapable d'expliquer l'inexplicable. En se dirigeant vers la suite exécutive au dernier étage, ses talons claquaient sur le carrelage poli, un son étranger à ses oreilles. Elle traversa le hall principal, où des lustres en cristal projetaient des arcs-en-ciel sur les murs de marbre. Les clients, en costumes impeccables ou robes de créateurs, la regardaient différemment. Un homme en costume 3 pièces s'écarta même pour la laisser passer, un geste si inhabituel qu'elle faillit trébucher. Les autres employés, eux, chuchotaient en la voyant. « C'est la fille du 5e étage, non ?»
murmura une serveuse à un groom. Émilie fit semblant de ne pas entendre, mais son pouls s'accéléra. Devant la suite exécutive, une double porte en bois sculptée, elle marqua une pause. Un groom, un jeune homme aux cheveux gominés, lui adressa un sourire professionnel et ouvrit la porte. « Monsieur Morgan vous attend, dit-il. » Émilie hocha la tête, la gorge sèche, et entra. L'intérieur de la suite était à couper le souffle. Des baies vitrées offraient une vue panoramique sur Manhattan, les gratte-ciels scintillants sous le soleil de midi. Le mobilier, en cuir et bois sombre, exsudait une élégance discrète. Ethan Morgan se tenait près de la fenêtre, un téléphone à l'oreille, sa silhouette découpée contre le ciel. Il portait un costume gris anthracite, sans cravate, ses cheveux légèrement ébouriffés par le vent qui filtrait par une fenêtre entr'ouverte. Lorsqu'il se retourna la vie, son expression changea. Un mélange de surprise et de satisfaction, presque de fierté. « Vous pouvez me rappeler ?» dit-il au téléphone avant de raccrocher et de le poser sur un bureau en acajou. « Tu as l'air à ta place » dit-il, un léger sourire aux lèvres. Sa voix, grave et chaude, avait une sincérité désarmante. Émilie sentit ses joues s'échauffer. « Je me sens comme si je m'étais réveillée dans la vie de quelqu'un d'autre, admit-elle, ses doigts triturant nerveusement le bord de son chemisier. Ethan rit doucement, un son qui portait une ombre de mélancolie. « Peut-être que tu te réveilles enfin dans la tienne ?» Il l'invita à s'asseoir sur un fauteuil en cuir face à lui. Sans un mot, il versa 2 tasses de café d'une cafetière en argent, ignorant les formalités qu'un homme de son rang aurait pu exiger. Pendant un instant, il n'était que 2 personnes dans une pièce suspendue au-dessus de la ville, loin du tumulte en contrebas. « Soyons honnêtes, dit Ethan, sa voix plus basse, plus intime. Je n'ai pas créé ce poste pour n'importe qui. Je l'ai créé pour toi, parce que j'ai vu quelque chose, ou plutôt, j'ai entendu quelque chose. Ta voix en néerlandais dans cette salle du personnel, ça m'a frappé. J'ai réalisé que je passais à côté des gens les plus talentueux en ne regardant pas au bon endroit. » Émilie sentit son estomac se nouer. Elle voulait croire en ses paroles, mais des années de déception l'avaient rendue méfiante. Pourtant, il y avait dans ses yeux gris une conviction tranquille, une intensité qui la clouait sur place. « J'ai besoin de ton aide cet après-midi, toi, » poursuivit-il, se penchant légèrement. « Un groupe d'investisseurs néerlandais arrive. Ils envisagent de financer notre première expansion en Europe, un projet qui pourrait changer la donne pour Morgan Lux Holdings. J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne non seulement leur langue, mais aussi les gens. Quelqu'un comme toi. » Émilie sentit une vague de panique monter. « Mais je n'ai jamais participé à une négociation comme celle-là, » dit-elle, sa voix tremblante. « Je ne connais pas les codes, les manières, je pourrais tout faire rater. » Ethan secoua la tête, un sourire rassurant aux lèvres. « Je ne t'engage pas pour les codes, Émilie. Je t'engage pour ton empathie, ton instinct, ta capacité à connecter les gens. Le reste, on peut l'enseigner. Ce que tu as, ça ne s'apprend pas. » Le poids de ce compliment la laissa sans voix. Elle hocha la tête, le cœur battant à tout rompre. « Je ferai de mon mieux, » murmura-t-elle, espérant que sa voix ne trahissait pas la terreur qui l'envahissait. Si vous êtes captivé par l'histoire d'Émilie, abonnez-vous à la capsule temporelle et mettez un like pour ne pas manquer la suite. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce tournant dans sa vie et de quel coin du monde vous nous regardez. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un peu d'inspiration. Plus tard ce jour-là, Émilie se tenait dans une salle de conférence vitrée au 20e étage, surplombant le Hudson River. Les murs de verre réfléchissaient les rayons du soleil, donnant à la pièce une aura presque irréelle. Une longue table en chêne trônait au centre, entourée de chaises en cuir noir. Ethan, à ses côtés, ajustait un dossier, son calme contrastant avec l'agitation intérieure d'Émilie. Elle lissa sa jupe, ses paumes moites. Les investisseurs néerlandais arrivèrent. 5 hommes en costume sombre, grands, au regard perçant et aux poignées de main fermes. Leur sourire, poli mais réservé, trahissait une méfiance calculée. Émilie se présenta en néerlandais, sa voix claire et assurée malgré le nœud dans son estomac. « Goedemiddag, mijn naam is Émilie Torres, et kijk naar uit om met u samen te werken. » Bonjour, je m'appelle Émilie Torres, j'ai hâte de collaborer circular avec vous. L'effet fut immédiat. Les visages se détendirent, les sourires s'élargirent. L'un des hommes, un certain Monsieur Van der Meer, hocha la tête avec approbation. « Votre néerlandais est impeccable, » dit-il dans sa langue. « Où l'avez-vous appris ?» Émilie sourit modeste. « À l'université et avec beaucoup de pratique. »
Pendant la réunion, elle traduisit avec une précision remarquable, captant non seulement les mots, mais aussi les nuances culturelles. Lorsqu'un investisseur posa une question ambiguë sur les projections financières, clairement destinée à tester Ethan, Émilie intervint avant qu'il ne réponde. En néerlandais, elle expliqua avec tact le contexte culturel derrière la question, suggérant une réponse qui apaiserait les inquiétudes sans compromettre la position de l'hôtel. Ethan, qui comprenait assez le néerlandais pour saisir son intervention, lui lança un regard reconnaissant. Monsieur Van der Meer s'adossa à sa chaise, un sourire satisfait aux lèvres, une victoire silencieuse. À la fin de la réunion, les investisseurs serrèrent la main d'Ethan avec enthousiasme, promettant une réponse rapide. Alors qu'il quittait la salle, Ethan se tourna vers Émilie, son visage illuminé d'une joie contenue. « Tu as sauvé cette affaire » murmura-t-il, sa voix vibrante d'admiration. « Je te dois plus que je ne peux le dire. » Dans l'ascenseur qui les ramenait au hall, seule pour la première fois depuis la réunion, Émilie exhala un soupir tremblant. « Je ne pensais pas en être capable, avoua-t-elle, les jambes encore faibles. Ethan la regarda, un éclat dans les yeux. « Moi, je savais que tu l'étais. Je l'ai vu dès que je t'ai entendu parler néerlandais pendant ta pause, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. » Un silence s'installa chargé d'une tension nouvelle. Puis Ethan reprit, sa voix plus douce, presque hésitante. « J'ai un endroit où je vais quand j'ai besoin de réfléchir. Un lieu à l'écart, loin de tout ça. » Il désigna vaguement la ville en contrebas. « Viendrais-tu avec moi ce soir, sans obligation, sans attente, juste pour parler ?» Émilie sentit son cœur s'emballer. Une invitation si personnelle, si intime, était inattendue. Une partie d'elle voulait refuser par prudence, mais une autre partie, celle qui avait toujours cru au possible, murmura oui. « D'accord, » dit-elle, sa voix à peine audible. Ce soir-là, Ethan l'emmena dans une berline noire aux vitres teintées. Ils traversèrent la ville, laissant derrière eux les néons criards de Times Square pour rejoindre un quartier plus calme à la lisière de Manhattan. Leur destination était un jardin sur un toit, un oasis caché entre deux immeubles modernes. Des guirlandes lumineuses scintillaient doucement, suspendues entre des treillis couverts de lierre. Des plantes en pot, lavande, romarin, jasmin, embaumaient l'air d'un parfum apaisant. Au centre, un banc en bois usé faisait face à la skyline, les lumières de la ville scintillant comme des étoiles tombées sur terre. « Tu viens souvent ici ?» demanda Émilie, s'asseyant sur le banc. Ethan s'installa à côté d'elle, un gobelet de vin rouge dans chaque main, du vin servi dans des gobelets en carton, une touche d'humilité surprenante pour un milliardaire. « Seulement quand j'ai besoin de me rappeler qui je suis, » répondit-il, son regard perdu dans les lumières lointaines. « Ou quand j'essaie de comprendre qui je deviens. » Ils parlèrent pendant des heures, le vin oubliant dans leurs mains. Ethan lui raconta ses débuts, comment il avait grandi dans un appartement exigu du Bronx, fils d'un concierge qui rêvait d'ouvrir un hôtel. Il avait nettoyé des chambres lui-même, adolescent, apprenant le métier de l'intérieur avant de bâtir son empire. Mais le succès avait un prix, des années de solitude, des relations brisées, un vide qu'aucun contrat ne pouvait combler. « J'ai conclu des affaires qui m'ont rapporté des millions, » dit-il, sa voix teintée de regret. « Mais aucune ne m'a fait ressentir ce que j'ai ressenti aujourd'hui en te regardant dans cette salle. » Émilie le dévisagea, son cœur battant plus fort. « Pourquoi me dis-tu ça ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Ethan hésita comme s'il pesait chaque mot. « Parce que je crois que ça, » il désigna l'espace entre eux, « est peut-être la première chose honnête que j'ai depuis des années. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, tendres, vulnérables, chargés d'une promesse tacite. En contemplant les lumières de la ville, Émilie sentit quelque chose changer en elle. Pour la première fois depuis des années, elle n'était pas seulement en train de survivre. Elle était vue, valorisée, peut-être même aimée. Mais une question persistait. Pouvait-elle faire confiance à ce moment où tout cela disparaîtrait-il comme un rêve au réveil ? Si cette histoire vous émeut, abonnez-vous à la capsule temporelle et laissez un pouce bleu pour soutenir notre travail. Dites-nous en commentaire ce que vous ressentez face à ce moment entre Émilie et Ethan et de quel pays vous nous regardez. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui croit aux secondes chances. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Émilie plongea dans son nouveau rôle avec une détermination féroce. Elle participa à des réunions avec des investisseurs européens, traduisant des contrats complexes, apaisant les tensions avec un sourire et une phrase bien choisie. Elle apprit à naviguer dans les subtilités de l'étiquette internationale, mémorisant les préférences des clients, du thé Earl Grey
pour un ambassadeur français au whisky tourbé, pour un magnate écossais. Ethan, toujours à ses côtés, la guidait avec une patience surprenante, corrigeant ses erreurs avec douceur, célébrant ses succès avec un regard qui en disait plus que des mots. Sa transformation n'était pas seulement professionnelle, les gens la regardaient différemment. Les serveurs, qui l'ignoraient autrefois, lui adressèrent des sourires respectueux. Les clients lui serraient de la main, impressionnés par sa maîtrise des langues et son aisance. Même son propre reflet semblait changer. Ses épaules, autrefois voûtées par la fatigue, se tenaient droites. Ses yeux brillaient d'une assurance nouvelle. La Toria Grant, autrefois un palais où elle se sentait étrangère, était devenue un monde auquel elle appartenait. Mais sous cette confiance croissante, une peur persistait. Et si tout cela s'effondrait? Et si Ethan, malgré sa sincérité, changeait d'avis? Cette angoisse la suivait, surtout lors de leurs conversations tardives, dans son bureau ou au rooftop, quand ils passèrent des affaires à la vie. Elle parlait de tout, des rêves d'enfance, des regrets, des espoirs qu'il n'avait jamais osé formuler. Ethan ne franchissait jamais la ligne, ne la pressait jamais, et c'était peut-être ce qui rendait leur lien si dangereux. Il la voyait comme une égale, une partenaire, pas comme une subordonnée ou une conquête. Cette vulnérabilité, plus que le succès, la terrifiait. Un soir, après une journée marathon de négociations avec un consortium allemand, Ethan l'invita à dîner, non dans un restaurant étoilé ou un coin de l'hôtel, mais chez lui. Émilie hésita, consciente que cette invitation marquait un pas de plus dans un territoire inconnu. Mais elle accepta, poussée par une curiosité qu'elle ne pouvait ignorer. La maison d'Ethan, dans un quartier tranquille de Brooklyn Heights, n'avait rien du manoir ostentatoire qu'elle avait imaginé. C'était une maison en grès rouge, chaleureuse, avec des planchers qui craquaient et des étagères débordant de livres, des romans de Steinbeck au manuel d'architecture hôtelière. Des photos encadrées, jaunies par le temps, montraient un Ethan plus jeune aux côtés d'un homme aux traits fatigués mais souriants, son père. L'air embaumait le cèdre et une pointe de citron, comme si la maison elle-même respirait la simplicité. Ethan cuisina lui-même, retroussant les manches de sa chemise pour préparer des pâtes fraîches, pétrissant la pâte avec une aisance surprenante. « Tu cuisines souvent ?» demanda Émilie, s'asseyant à l'îlot de la cuisine, un verre de vin à la main. « Seulement quand j'ai besoin de me vider la tête, » répondit-il, un sourire en coin, « ou quand je veux impressionner quelqu'un. » Le dîner, servi sur une table en bois usé, fut un moment de grâce. Les pâtes, accompagnées d'une sauce au basilic et à l'ail, étaient simples mais parfaites. Ils parlèrent sans filtre, comme si le monde extérieur, l'hôtel, les contrats, les attentes, avaient cessé d'exister. Ethan lui raconta son père, un concierge qui lui avait appris l'importance des détails, du respect pour chaque tâche, aussi humble soit-elle. « Il rêvait d'ouvrir un hôtel, dit Ethan, les yeux brillants. J'ai réalisé son rêve, mais parfois, je me demande s'il serait fier de l'homme que je suis devenu. » Émilie, touchée par sa vulnérabilité, partagea son propre passé. Elle parla de sa mère, de la photo qu'elle gardait scotchée à son miroir, un cliché d'elle deux riant sur une plage de Coney Island. « Chaque pas que je fais, c'est pour elle, murmura-t-elle, pour lui dire que je suis toujours debout. » Après le dîner, ils s'installèrent sur le porche, sous un auvent qui les protégeait d'une pluie fine. L'air était frais, chargé de l'odeur de la terre mouillée. Le silence entre eux vibrait d'une tension douce, d'un millier de mots non dits. Enfin, Ethan parle, sa voix presque un chuchotement. « Je ne sais pas quand c'est arrivé, dit-il, les yeux fixés sur l'horizon. Mais à un moment, j'ai cessé de te voir comme une employée ou même une partenaire professionnelle. Je te vois comme quelqu'un sans qui je ne veux pas imaginer ma vie. » Émilie sentit son souffle se bloquer. Elle tourna la tête vers lui, cherchant ses mots. « Ethan, c'est réel pour moi aussi, dit-elle, sa voix tremblante. Mais j'ai travaillé si dur pour être respectée, pour prouver ma valeur. Si les gens apprennent ça, ils diront que je ne suis là que parce que... » Elle s'arrêta, incapable de finir. Ethan hocha la tête, comprenant. « Ils diront que tu n'as pas ta place, que je t'ai choisi pour autre chose que ton talent. Mais toi et moi, nous connaîtrons la vérité. Si tu veux partir pour protéger ce que tu as construit, je respecterai ça. Mais si tu restes, je te promets que personne ne doutera jamais de ta valeur. Pas tant que je serai là. » À cet instant, elle vit en lui non un magnate intouchable, mais un homme de courage, offrant non seulement de l'amour, mais un partenariat véritable. Elle tendit la main, ses doigts trouvant les siens. « Je ne pars pas, dit-elle, ses yeux fermes. Si ce moment vous a ému, abonnez-vous à la capsule temporelle et mettez un like pour soutenir ces histoires qui touchent le cœur.
Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous ressentez et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui croit en l'amour inattendu. Dites-nous de quel pays vous nous regardez. Le lendemain, la Toria Grand bruissait d'une nouvelle stupéfiante. Le groupe Emperor, impressionné par la réunion avec les investisseurs néerlandais, avait signé un accord record pour financer l'expansion européenne de Morgan Lux Holdings. Le nom d'Émilie était sur toutes les lèvres, son rôle dans la négociation cité comme déterminant. Elle fut promue directrice de la stratégie internationale, un poste qui la plaçait au cœur des décisions de l'entreprise. Mais ce qui fit vibrer les blogs hôteliers et les réseaux sociaux fut l'annonce d'Ethan. Lors d'une conférence de presse, le magnate connu pour sa discrétion présenta Émilie non seulement comme sa collaboratrice clé, mais comme la femme avec qui il construisait un avenir. Les caméras capturèrent leurs poignées de main, mais aussi le regard qu'ils échangèrent. Un regard qui parlait d'une connexion plus profonde. Les critiques murmurèrent, les ragots tourbillonnèrent. Certains accusèrent Émilie d'avoir séduit son patron, d'autres remirent en question sa légitimité. Mais 6 mois plus tard, lors de l'inauguration du premier hôtel Morgan Lux à Amsterdam, ses voix s'éteignirent. Émilie se tenait aux côtés d'Ethan sous une pluie de confettis et de flashs. L'hôtel, un chef-d'œuvre d'architecture moderne avec des touches néerlandaises, poutres en bois, vitraux inspirés des canaux, était un symbole de leur réussite commune. Émilie, qui nettoyait autrefois les sols, supervisait désormais des équipes, négociait des contrats, voyageait entre continents. Sa vie avait changé, mais elle restait fidèle à elle-même, résiliente, déterminée, fidèle à la mémoire de sa mère. Ce soir-là, dans leur suite surplombant les canaux d'Amsterdam, Ethan la prit dans ses bras. La pièce, baignée par la lueur douce des lampes, sentait le bois verni et le jasmin. « À quoi penses-tu » demanda-t-il, sa voix un murmure contre ses cheveux. Émilie leva les yeux, des larmes scintillant dans ses yeux. « À tout ce qu'il a fallu pour arriver ici. À ces matins où je me réveillais en pensant que je n'y arriverais jamais. À cet appel en néerlandais qui a tout changé. Et à toi qui m'as vu quand personne d'autre ne le faisait. » Il sourit, et pendant un instant, le monde s'effaça. Il n'y avait que 2 âmes qui s'étaient retrouvées dans l'ombre d'un hôtel, unies par le courage, la résilience et un amour inattendu. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la capsule temporelle sur YouTube et laissez un like pour célébrer le parcours d'Émilie. Dites-nous en commentaire ce qui vous a le plus ému et de quel pays vous nous regardez. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui croit que les rêves peuvent se réaliser même dans les moments les plus inattendus. Question finale. Après tout ce qu'Émilie a traversé, qu'est-ce qui, selon vous, a fait la plus grande différence dans son parcours? Le soutien d'Ethan, qui a cru en elle dès le premier instant? Sa propre résilience, forgée par des années de lutte et de détermination? Ou ce moment de courage, cet appel en néerlandais qui a attiré l'attention d'un milliardaire? Et surtout, cette histoire a-t-elle touché votre cœur? Laissez un 100 en commentaire si elle vous a ému, partagez vos réflexions et dites-nous de quel pays vous nous regardez.